Bonjour à tous, je m'appelle Anthony Ramian, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour la journée du cloud. Je suis, disons, un spécialiste de la sécurité du cloud. Je travaille pour une société qui s'appelle Wiz, que je vous décrirai à la fin de la session. Euh, J'occupe le poste de solution ingénieur, donc ingénieur de solution ou ingénieur avant-vente. J'ai une vingtaine d'années d'expérience un peu dans le domaine de la sécurité et aussi dans le domaine du cloud. Précédemment à Wiz, j'ai travaillé pendant plusieurs années chez AWS. En l'occurrence. Et aujourd'hui, on va parler, donc, comme vous l'avez deviné, comme le titre de ma session on va parler de sécurité du cloud. Je vais vous dire et vous raconter pourquoi sur le cloud, la sécurité est très différente de ce qui se fait on-prem. Euh, et les challenges que tout ça apporte sur le cloud. Euh, la cloud, vous le savez déjà, c'est un peu la plus grande transformation technologique de ces dernières années, peut-être de ces 10-12 dernières années. Et c'est quelque chose vers lequel de plus en plus d'entreprises vont. Le cloud vient avec la promesse de plus d'agilité, de plus de possibilités, et c'est quelque chose qui est très vrai. Ça vraiment permet aux différentes équipes techniques de faire beaucoup de choses, d'avoir la souplesse, l'agilité, de développer des choses rapidement, de différentes manières, avec différents outils, et puis de laisser parfois aux cloud providers, AWS, GCP, Azure et les autres, de eux-mêmes de s'occuper de la partie sous-jacente, l'infrastructure et ce genre de choses. Mais le cloud vient aussi avec une certaine complexité, une complexité technique, certainement. Et qui dit complexité technique dit complexité de comprendre la sécurité qui accompagne le cloud. Et ça, on le retrouve sous plusieurs facettes. Le premier des points, c'est que on a un nombre de technologies qui est en constante augmentation. Que ce soit les technologies euh, en général, les frameworks, les langages de programmation, les différents outils à gauche qu'on peut désormais utiliser, les outils propres à tout ce qui est container, Kubernetes, etc., etc. Donc on a de plus en plus de technologies. Et aussi, les cloud providers eux-mêmes fournissent de plus en plus de technologies quasiment par semaine, par mois. Donc voilà, ça apporte sa propre complexité, le fait que on a un grand nombre de technologies à devoir gérer et à devoir comprendre et à devoir gérer. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi je faisais précédemment partie d'AWS. C'était très compliqué humainement de comprendre déjà l'offre d'AWS en entier. Et voilà, de pouvoir présenter en détail l'offre d'AWS en entier, tellement il y a de services différents. Donc humainement, ça devient quelque chose qui est aussi très compliqué, très complexe à gérer. Et ça, je vous le dis, c'est complexe pour un cloud, mais en fait, ce qui se passe, c'est que une grande partie des entreprises décident de déployer en multi-cloud. Soit elles le décident elles-mêmes parce que c'est leur stratégie de l'entreprise, soit elles décident de le faire ou elles le font un peu par obligation parce qu'elles ont racheté d'autres entités qui elles-mêmes avaient développé sur d'autres clouds. Et donc ça va augmenter la complexité parce que voilà, il y a des outils qui sont différents, même s'il y a des ressemblances entre les cloud providers, il y a aussi des différences importantes et ça va augmenter la complexité de compréhension et la complexité du risque de sécurité informatique. Et ces deux éléments-là s'accompagnent fortement du manque de visibilité. Donc, on donne beaucoup de souplesse, c'est ça la promesse du cloud, on donne beaucoup de souplesse aux développeurs de choisir un peu les outils qu'ils veulent, les bases de données qu'ils veulent, le langage de programmation qu'ils souhaitent selon le besoin du client final, donc de construire les choses comme ils veulent. Mais en contrepartie, on perd la main sur ce qui est en train d'être déployé sur le cloud. Et en fait,
les clients que moi je vois me disent un des besoins qu'on a, c'est de voir un peu ce qui est en train de se passer sur notre cloud, de voir ce que les développeurs sont en train d'utiliser, qu'est-ce qu'ils sont en train de déployer, quels outils ils sont en train de choisir, parce qu'on n'a pas cette vue-là. Et ça, évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, c'est lié aussi à la sécurité. Le fait de ne pas savoir si nos équipes ont déployé quelque chose ou pas, bah, c'est un risque de sécurité et aussi de gérer ces éléments-là. Alors, je regarde les questions. N'hésitez pas à me poser les questions dans le chat. Je regarde une des questions. Quels sont les impacts des technologies émergentes comme l'IA et le machine learning sur la sécurité dans le cloud? C'est une très bonne question. L'IA et le machine learning apportent un challenge supplémentaire. Et il y a un ou deux points liés à l'IA. Le premier point, c'est les données qu'on sélectionne, qu'on nettoie pour l'entraînement. Donc, c'est des données qu'on choisit pour entraîner notre modèle, typiquement, pour qu'il puisse bien faire sa tâche particulière. Même avec l'IA générative, on va aussi lui donner quelque chose de spécifique pour qu'il soit meilleur dans un domaine spécifique. Et donc, c'est des données qui sont critiques. On a passé beaucoup de temps là-dessus pour les nettoyer, pour les améliorer, pour qu'elles soient utiles. On a le risque qu'elles soient dérobées, ces données, qu'elles soient dérobées par des acteurs externes, par des hackers, voire par des concurrents, et qu'elles servent à développer un autre modèle concurrent au nôtre, alors que nous, on a passé beaucoup de temps à le faire. Et il y a un risque aussi qui est moins évident, c'est ce qu'on appelle data poisoning, c'est l'empoisonnement des données. Donc, si jamais un attaquant a le droit de euh, euh, d'écriture aussi, ou arrive à avoir des droits d'écriture sur ces données-là, il a la possibilité d'empoisonner ces données sans peut-être que les acteurs, l'entreprise détecte cet empoisonnement. Et ça a deux effets. Le premier effet, c'est ça peut retarder le travail de l'entreprise pour qu'elle aboutisse à un modèle efficient. Et le deuxième effet, encore pire, c'est le fait, la possibilité euh, euh, que le modèle ne soit pas représentatif ou que le modèle ait des failles de sécurité. Et derrière, les attaquants pourront profiter de ces failles de sécurité. Voilà, donc il y a le risque sur le modèle, pardon, sur les données, et puis il y a le risque sur le modèle. Donc la deuxième partie, c'est le risque sur le modèle. Donc quand vous avez développé votre modèle, il y a moyen pour les attaquants de changer ce modèle. Donc le modèle, c'est un peu la fonction que vous avez développée. Donc s'il y a X qui entre, F de X, c'est ma fonction qui doit sortir quelque chose d'intelligent. Donc ce f de x, ce modèle, l'attaquant peut le modifier, peut modifier les paramètres pour que ça sied un peu à ses besoins, comme il peut le dérober. Il peut dérober pour une compagnie concurrente, pour voilà, faire ce travail lui-même, etc. Donc je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, mais je vais avancer un peu sur ma présentation et puis après je réponds aux questions au fur et à mesure. Donc, on était au nombre de technologies qui sont en constante augmentation, les déploiements multi-cloud, le manque de visibilité qu'ont les équipes en général, les équipes de management, mais aussi les équipes de sécurité sur ce qui est en train de déployer sur le cloud. La complexité du risque, en fait, parce que le cloud vient avec une nouvelle méthode de faire les choses. Par défaut, à l'origine, la majorité des services sur le cloud étaient joignables depuis Internet, exposés sur Internet. Maintenant, les choses ont un peu changé et pour les rendre joignables sur Internet, il faut le faire exprès, mais c'est quelque chose qui est très facile. C'est quelque chose, parfois, c'est juste un clic de souris, cocher une case et on rend une chose exposée sur Internet. Donc, voilà, le risque est plus facile contrairement à ce qui se faisait on-prem dans les environnements on-prem où pour rendre quelque chose joignable depuis Internet, il fallait vraiment faire un effort de configuration pour qu'il soit joignable sur Internet. Et typiquement, on avait parfois plusieurs DMZ pour qu'il soit joignable sur Internet. L'identité est très différente sur le cloud et elle est aussi par défaut publique. Donc, imaginez cela, une clé d'un utilisateur, si jamais je récupère cette clé, je peux utiliser cette clé depuis mon propre ordinateur. Je peux me connecter avec ces identifiants publics de cet utilisateur.
même avec le nom d'utilisateur et le mot de passe, et potentiellement pas besoin de sa clé qu'il utilise pour la programmation. Et si vous avez travaillé sur des mondes on-prem, vous savez que l'Active Directory, un environnement Active Directory, typiquement parce que la majorité des entreprises utilisent l'Active Directory, c'est quelque chose qui est bien protégé derrière des firewalls. Donc c'est grave quand on perd les identifiants d'un utilisateur, mais c'est pas la fin du monde parce qu'on se dit on est quand même protégé du monde extérieur, on a nos firewalls, donc un externe ne pourra pas profiter tout de suite d'un identifiant et d'un mot de passe Active Directory d'une entreprise qui est uniquement on-prem. Donc c'est vraiment un changement de modèle où la majorité des choses soit sont exposées sur Internet, soit sont facilement exposables sur Internet. En plus de cela, euh, il y a une complexité qui vient du fait qu'on construit avec plusieurs briques. C'est quand même un peu comme des briques de Lego qu'on construit au fur et à mesure pour faire un produit final. Et le problème, c'est qu'il suffit qu'une brique de ces briques de Lego ait un problème de sécurité pour que l'ensemble soit attaquable, soit voilà, une bombe à retardement sur notre environnement. Donc ça apporte cette complexité supplémentaire, la compréhension du risque sur le cloud. Alors, je regarde un peu les questions avant de passer au reste. Comment protéger les API utilisées pour interagir avec les services cloud contre les attaques et les abus? Alors là, c'est une question à plusieurs réponses possibles. On peut utiliser des WAF pour protéger les API. On peut aussi utiliser de l'API Gateway pour la partie authentification et mesures de sécurité. On peut aussi utiliser des sons. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre en place pour protéger les API. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Et finalement, ce qui est bien, c'est qu'on ait une solution qui nous scanne les API qu'on a pour nous dire ce qui ne va pas et ce qu'il y a à corriger, que ce soit au niveau des droits, que ce soit au niveau des permissions, que ce soit au niveau de ce que l'API peut permettre de joindre. Voilà. Qu'en est-il des pays sous-développés? Est-ce vraiment une bonne idée de migrer vers le cloud vu le manque des infrastructures informatiques comme la fibre ou l'électricité? Alors là, c'est plus une question, je dirais peut-être, je sais pas. C'est une bonne question. Je pense que le cloud apporte beaucoup de réponses et je pense que c'est une bonne idée. Alors même si moi je décris ici les problèmes de sécurité sur le cloud, sachez que par défaut, le cloud est plus sécurisé que ce qu'on peut faire on-prem. Pourquoi? Parce qu'il y a des équipes de sécurité qui sont en train de gérer, de maintenir l'infrastructure, de la patcher, l'infrastructure sous-jacente, de sécuriser plusieurs choses, notamment les couches réseau, etc. Donc, je dirais que le cloud apporte un plus par rapport à la sécurité, mais il apporte aussi une facilité de faire, notamment pour les startups. Et je dirais que oui, certainement, dans les pays sous-développés, si on parle de startups, les startups ont tout intérêt à aller sur le cloud directement. Est-ce que pour la migration, c'est oui ou c'est non? Ben, là aussi, je dirais que ça va dépendre de la stratégie de l'entreprise et que si une entreprise veut être plus agile, veut utiliser des outils innovants, là, ils auront intérêt à aller sur le cloud et notamment parce que le cloud va aussi offrir une infrastructure plus robuste, plus résiliente que ce que les data centers peuvent offrir, notamment avec s'il y a des problèmes d'électricité et tout ça, ben les cloud providers vont offrir un SLA qui est bien au-dessus de ce que vont fournir certains data centers là-dessus. Mais je repasse au sujet du jour, c'est un peu une question un peu à part. Donc, un autre problème qu'on va avoir sur le cloud, et ça peut être aussi quelque chose de similaire à ce qu'on a on-prem, c'est le fait qu'on a besoin de plusieurs outils. On a besoin des outils qui vont nous donner peut-être les problématiques d'identité, de permission. On a besoin des outils qui vont nous remonter peut-être les vulnérabilités, donc les CVE, donc ce qu'on doit patcher pour corriger au niveau des vulnérabilités. On a peut-être besoin d'outils qui vont nous remonter tous les problèmes réseau, etc., etc. Et le problème, c'est que chacun de ces outils peut générer des milliers, voire des dizaines de milliers de failles, et que tout de suite, on va avoir très rapidement beaucoup de bruit, sans savoir quoi adresser en priorité, qu'est-ce qu'on doit générer, qu'est-ce qu'on doit voilà, adresser en priorité. Alors, finalement, alors, pas finalement, plutôt, parce qu'il y a encore deux autres points, c'est le manque d'expertise. Le manque d'expertise sur le cloud.
qui crée de nouveaux risques. Et c'est quelque chose que je vois un peu moi de mon côté de tous les jours, quand on scanne des environnements, cloud, et qu'on trouve des choses qui sont mal configurées et qui font qu'on en ne sachant pas comment faire les choses correctement, ben, on ouvre, des portes, qui permettent aux attaquants d'entrer facilement, parce on n'a pas, on n'a pas été formé correctement sur comment configurer ces choses-là, ou parce qu'on n'a pas on n'a pas pris le temps de lire la documentation correctement. C'est souvent des choses qui sont indiquées dans les documentations. Voilà, et ça, c'est en liaison avec peut-être les premiers éléments que j'ai mentionnés, c'est que c'est difficile. C'est difficile d'avoir cette expertise, ne serait-ce que sur un cloud. Alors imaginez-vous quand, les entreprises partent parfois sur 2 voire 3 clouds différents. Là, c'est encore plus difficile d'avoir cette expertise, cette connaissance. C'est un travail de longue haleine et c'est quelque chose où les équipes doivent se forcer à se renouveler, à se poser des questions et à mettre les mains dans le cambouis, comme on dit, pour, monter en compétence sur ces sujets-là. Heu, un autre problème sur le cloud, c'est que, beaucoup d'équipes essaient de faire passer les outils traditionnels de sécurité vers le cloud. Ces outils traditionnels sont basés en général sur des agents et le problème, c'est que c'est pas adapté au cloud, heu, parce que sur le cloud, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent en mode, ce qu'on appelle serverless, donc sans serveurs, sous-jacents, ou du moins on n'a pas la vue, on n'a pas l'accès aux serveurs qui sont sous-jacents. Donc les agents sont tout de suite limités parce on va pas pouvoir les déployer. Donc on va pas pouvoir scanner des conteneurs en mode serverless ou des fonctions en mode serverless, comme, lambda pour AWS. Donc ça va être, limité. Et puis, on va avoir, la complexité de devoir déployer ces agents un peu partout sur notre environnement. Et le problème, c'est que si en plus il y a des poches de gens qui effectuent des choses de leur côté sans qu'on le sache, ben on n'a pas cette information et on n'a pas les agents qui sont nécessairement déployés sur ces machines-là. Et donc ça, voilà, ça fait que on va avoir un gap, on va manquer, on va avoir des trous, dans le scan qu'on va effectuer avec ces agents-là. Et puis finalement, ça, c'est peut-être quelque chose qui est aussi indépendant du cloud, mais c'est le mode, depuis une dizaine d'années, le mode où on va, DevOps, DevSecOps. Le fait qu'on encourage de plus en plus les équipes à travailler ensemble, pour avancer plus rapidement, l'idée dans le monde de la sécurité, c'est de donner la responsabilité aux équipes projets pour qu'elles corrigent de plus en plus les choses elles-mêmes. C'est elles qui sont, au courant et au fait de tout ce qu'elles sont en train de déployer. Donc s'il y a des problèmes liés à leur projet, c'est elles qui vont pouvoir les corriger le plus rapidement et qu'elles corrigent ces choses-là en amont, le plus tôt possible avant potentiellement, de déployer en production. Et donc c'est vraiment, on dit que la sécurité devient un sport d'équipe et on dit désormais en anglais project owner equals security owner. C'est vraiment désormais, la sécurité d'un projet et la responsabilité du chef de projet et de son équipe. Alors je vous donnais les quelques éléments et je veux en décrire certains plus en détail en vous donnant des exemples. Donc, par rapport à la manque de visibilité et le fait que les technologies sont en constante augmentation, euh, on va avoir des exemples d'applications qui sont, heu, très riches. On les a construites, on les a développées. C'est des applications qui deviennent, riches en fonctionnalités, mais aussi riches en composants. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a utilisé des, composants tiers, peut-être des composants open source, peut-être des librairies, open source, qu'on a utilisées dans notre application, complète. Et comme vous le voyez, dans, cette image, parfois on va avoir un gros truc qu'on a, développé. Imaginez une grosse maison, mais qu'en dessous, au niveau de l'édifice, on a peut-être un petit élément qui soutient l'ensemble. Et ce petit élément-là, c'est peut-être une librairie open source ou un package qu'on a récupéré, de quelque part, qui est maintenu par une personne parfois. Heu voilà, c'est un peu un problème de robustesse, mais aussi un problème de sécurité. Parce que si ce composant
a une vulnérabilité, bah, c'est tout l'ensemble de notre chaîne applicative qui possède alors cette vulnérabilité. Et ça, on l'appelle dans l'industrie. Alors ça peut être open source, mais ça peut ne pas être open source. C'est pas nécessairement des choses que open source. Bien au contraire, c'est tous ces composants qui peuvent être affectés. Et on appelle ça dans l'industrie des attaques par chaîne logistique ou supply chain en anglais. Donc imaginez une industrie où on achète des composants de différentes parties, de différents fournisseurs pour construire peut-être un avion. Si un de ces fournisseurs nous fournit un mauvais composant, ben, l'ensemble peut être défectueux. L'avion qu'on construit peut être défectueux. C'est la même chose dans l'informatique où on va construire une application avec en utilisant plusieurs librairies, plusieurs packages, voire plusieurs outils. Et si un de ces éléments-là peut être attaqué ou possède une vulnérabilité importante, c'est l'ensemble qui est vulnérable. Et deux exemples, c'est concernant les vulnérabilités Log4Shell et XZUtils. Donc Log4Shell, c'est quelque chose qui, une vulnérabilité qui est liée à Log4j, et c'est quelque chose qui est, c'est une vulnérabilité qui est apparue en décembre 2021, qui a fait la une des journaux à l'époque parce que c'est une vulnérabilité qui était facilement exploitable. Ça, c'est première chose. Mais deuxième chose, c'est qu'elle était présente sur beaucoup d'environnements, beaucoup de serveurs, parce que c'est un module Apache Log4j, comme le nom l'indique, c'est de logging pour Java. À l'origine, donc les JDK n'avaient pas leur propre module de logging et donc se sont développés des modules de logging pour Java et celui qui s'est répandu peut-être le plus rapidement, c'est celui d'Apache et c'est Log4j. Et donc il y avait une vulnérabilité là-dessus, Log4Shell, qui était très importante. Et le problème avec cette vulnérabilité, voilà, elle était très critique. En plus de cela, c'est une vulnérabilité qui, jusqu'à récemment, était toujours exploitable parce que les équipes informatiques avaient du mal à la patcher partout. Et donc, jusqu'à encore il y a quelques mois, des études ont montré que un quart des serveurs qui possédaient Log4j étaient encore vulnérables à la vulnérabilité. Donc, un quart des serveurs n'étaient pas encore patchés. Une autre vulnérabilité de ce type, elle est plus récente, ça date d'avril, liée à la librairie XZUtils. XZUtils qui permet sur Linux de comprimer, de compresser des fichiers ou des dossiers. Et donc, c'est une librairie qui est présente par défaut sur beaucoup, ou sur la majorité, ou peut-être sur tous les serveurs Linux. Donc, c'est une vulnérabilité, alors qui a été détectée à temps, mais le risque était très fort parce que le risque était d'atteindre potentiellement tous les serveurs Linux et de faire énormément de dégâts. Donc ça, c'est des composants qui sont, à risque et qui sont très répandus dans des environnements des entreprises. Et alors, quelle est la solution pour ce genre de choses? Alors, la première solution, évidemment, c'est d'avoir un outil qui va détecter ces vulnérabilités. Mais le problème, c'est que ces outils, peu importe aussi l'entreprise qui est derrière et si elle est robuste ou rapide ou pas, cette détection va prendre quelques temps à se faire, typiquement quelques heures au minimum, voire peut-être 2-3 jours pour que l'éditeur rajoute cette détection dans sa liste de détection. Et donc, parfois, notamment pour des vulnérabilités de cette importance-là, on apprend tout de suite dans les réseaux sociaux et dans les journaux cette vulnérabilité. On veut regarder, on veut savoir si on a ce composant. Donc, on veut un outil et ça va s'appeler SBOM, donc Software Bill of Materials, c'est un outil qui va détecter toutes les librairies, tous les packages applicatifs qu'on utilise sur notre environnement cloud. Et comme ça, on va détecter, par exemple, OK, est-ce que j'ai XZUtils sur mon environnement? Et puis, je vais spécifier, est-ce que je l'ai dans cette version et dans cette version-là, qui sont les versions vulnérables. Donc ça, c'est très important parce que ça nous permet nous-mêmes d'être proactifs et de tout de suite voir où est-ce qu'on a ce composant-là. Et puis, encore mieux, parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, XZUtils ou Log4Shell, ça va se retrouver sur des centaines, parfois des milliers de serveurs. Ben, on ne peut pas les cibler tous en même temps, il faut prioriser. Et donc, la priorisation va se faire en se disant, OK, quels sont peut-être les serveurs qui ont cette vulnérabilité, mais en même temps qui sont exposés sur Internet. Commençons par cela.
ou bien qui ont des permissions élevées sur mon environnement. Là aussi, voilà, on peut commencer par ça. Et donc, c'est important que ces SBOM, non seulement qu'ils nous disent les versions défectueuses, mais qui puissent nous indiquer ceux qui sont présents sur des machines qui sont elles-mêmes exposées sur Internet ou qui ont des permissions élevées, etc., etc. Et donc, comme ça, on pourra adresser ces vulnérabilités-là en premier avant d'adresser le reste. Alors, par rapport à la complexité du risque et du manque d'expertise, je vais vous donner quelques exemples de ce que nous, on voit, donc la société Wiz. Là, c'est un exemple qu'on a détecté dans un environnement bancaire. C'est une clé de chiffrement qui est exposée sur Internet avec des permissions non seulement en lecture pour tout le monde, mais aussi en écriture. Donc, un attaquant non seulement aurait la possibilité d'accéder à cette clé de chiffrement en lecture, mais oui, aussi il aurait pu supprimer cette clé de chiffrement. Donc c'est quelque chose qui est très grave. Et pourtant, pour cet environnement bancaire, c'était des équipes qualifiées, des équipes qui étaient très bonnes sur le cloud. Mais donc, pour vous dire que c'est parfois difficile de tout maîtriser et sur le cloud. Et là-dessus, comment on peut expliquer cela? Et en fait, c'est en l'occurrence sur AWS, mais aussi sur GCP, on peut mettre des politiques de sécurité où on précise quel est le principal, donc quel est l'utilisateur qui peut l'utiliser. Et on a des possibilités parfois d'utiliser AWS étoile ou étoile dans ces politiques de sécurité. Et en fait, le problème, c'est que les gens pensent qu'en mettant étoile ou AWS étoile, ça va limiter quand même à leur propre compte cloud. Mais en fait, c'est pas le cas. Quand on met étoile, ça veut tout simplement dire qu'on permet à tout le monde, au globe entier, d'accéder à cette ressource. Et quand on met AWS étoile, on permet à tout le monde qui est authentifié sur AWS d'accéder à cette ressource. Donc indirectement, c'est la même chose parce que ça veut dire que tout le monde peut avoir un compte AWS et donc pourra accéder à cette ressource. Donc c'est quelque chose, c'est un manque d'expertise qui fait qu'on va utiliser ce genre de politique sans savoir exactement ce que ça aboutit. Et évidemment, c'est quelque chose qui est documenté dans la documentation d'OBS où c'est expliqué voilà, que c'est quelque chose où on est en train de permettre à tout le monde et que c'est problématique au niveau de la sécurité et que ces deux fonctions sont similaires en termes de risque de sécurité. Un autre exemple sur Azure, parce que je voulais pas juste vous parler, vous remonter un exemple à AWS, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment en scannant des environnements Azure de nos clients. C'est des bases de données qui sont joignables depuis Internet. Donc évidemment, qui dit par base de données, on dit typiquement, elle ne devrait pas être joignable depuis Internet. C'est quelque chose qui est interne dans notre environnement et c'est plutôt l'applicatif qui, lui, joignable depuis Internet. Et puis après, la chaîne applicative qui derrière communique avec notre base de données. Mais voilà, on retrouve beaucoup de ces mauvaises configurations dans des environnements Azure. Pourquoi? C'est un élément de configuration qui permet à toutes les adresses Azure, toutes les adresses IP d'Azure d'accéder à ces bases de données. Et en fait, c'est quelque chose qui est juste une case à cocher lorsqu'on configure des bases de données managées chez Azure. Et les gens ne comprennent pas nécessairement ce que représente cette case. Et en fait, cette case, ce qu'elle dit, c'est qu'elle dit, est-ce que je permets aux services Azure et aux ressources Azure d'accéder à mon serveur? Les gens pensent que c'est voilà, c'est peut-être Azure qui a besoin de faire certaines opérations, mais non. Quand on coche cette case-là, ça veut dire qu'on permet à toutes les adresses IP d'Azure d'accéder à nos services. Et donc, ça veut dire indirectement que n'importe qui peut avoir un compte sur Azure pourra accéder à notre base de données. Et c'est aussi évidemment documenté chez Azure, mais voilà, les gens parfois ne prennent pas, ne font pas l'effort de rechercher cela et vont cocher ça par défaut. Et on va se retrouver avec ce risque de base de données exposée sur Internet. Là, c'était une petite anecdote que j'avais moi-même créée. Alors, excuse-moi, elle est en anglais, j'ai pas eu le temps de la traduire en français. C'est par rapport à ce manque d'expertise parfois qu'on retrouve, et notamment dans les équipes de sécurité, parce que c'est des équipes parfois qui n'ont pas fait l'effort de monter en compétence sur le cloud, qui sont encore dans une mentalité de tout ce qui se fait en-prem. Et donc ces équipes-là, et c'est un cas véridique, quand je leur parlais de clés cloud, donc user key et la secret, ou de permissions, et que je décrivais ces permissions sur cloud, elles me regardaient de manière un peu, voilà, avec les yeux grands, sans comprendre de quoi il s'agissait.
Et derrière, quand je leur parlais de vulnérabilité parfois, c'était: «Ah oui, tout de suite, ah c'est important, tout ça» et cetera. Et donc c'est ce que ces images décrivent, c'est que parfois il y a des risques importants sur le cloud que ces équipes ne comprennent pas et des problématiques moins importantes qu'elles comprennent parce que ça ressemble à leur monde d'avant, leur monde, on-prem. Et donc, d'une certaine manière, ce que je dis, c'est qu'il faut monter en compétence sur le cloud pour pouvoir assurer, la sécurité, du cloud. Par rapport à la quantité du bruit et des outils qui sont inadaptés, c'est le fait que, voilà, on va avoir plein d'outils qui vont nous remonter, par exemple, les problématiques de configuration cloud, les problématiques, de vulnérabilité, les problématiques liées à l'identité et aux permissions, les problématiques réseau et cetera. Mais ces différentes solutions, déjà, elles sont séparées, elles vont, remonter plein de problématiques, de manière disparate. Mais en plus, on va typiquement avoir des milliers, voire des dizaines de milliers, d'alertes, par mois, sans savoir nécessairement quoi adresser en priorité. Et en fait, on se retrouve avec, moi j'aime bien faire cette analogie avec Sisyphe. C'est un personnage de la mythologie, grecque qui a été condamné, pour l'éternité à toujours pousser une pierre au sommet de la montagne, et avec cette pierre qui est retombée bien entendu, de l'autre côté, et donc Sisyphe qui se retrouvait toujours à faire la même tâche, encore et encore, jusqu'à la nuit des temps. Et les équipes de sécurité, souvent, malheureusement, elles se retrouvent un peu dans ce rôle du Sisyphe moderne, à corriger ces vulnérabilités et passer tout leur temps à corriger ces vulnérabilités, jusqu'à se dire: «Ah voilà, j'approche du but, j'ai corrigé quasiment toutes», et puis il y a une nouvelle application qui sort sur le cloud, ou bien de nouvelles versions d'applications, et on se retrouve avec de nouvelles, des milliers de nouvelles vulnérabilités à devoir corriger et cetera. Donc non seulement, c'est alors, premièrement, c'est très prenant parce que ça prend beaucoup de charge de temps de travail. Ça ne permet pas aux équipes de sécurité de se concentrer sur quelque chose de plus stratégique, et en plus, c'est inutile parce que beaucoup de ces vulnérabilités, ne seront pas attaquables, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, quel est le vrai risque? Le vrai risque, c'est vraiment une combinaison de ces différents, heu, facteurs. Heu Une vulnérabilité, si elle est, sur une machine qui est isolée, elle va être difficilement attaquable. Pareil, si cette machine n'a pas de permission ou n'est pas connectée au réseau, au reste du réseau, bah, même si elle était attaquable, l'attaquant ne pourrait pas faire grand-chose avec. Par contre, cette même vulnérabilité, si elle est sur quelque chose qui est exposé à internet, donc et qu'elle est exploitable, là, le risque augmente bien entendu. Et en plus, si à partir de cette machine, je trouve qu'il y a un moyen d'aller vers autre chose et donc de faire des dégâts sur mon environnement, ben là, l'ensemble f m me décrit une situation qui est grave, et c'est dans ce cas-là où il faudra corriger cette vulnérabilité-là et peut-être corriger d'autres problèmes de sécurité. Et là, c'est un exemple où on a une machine qui est exposée sur internet à travers 2 ports, port 22, port, 84, 43, qui a plusieurs vulnérabilités dessus, en l'occurrence 5 vulnérabilités exploitables là-dessus. Et en plus de cela, donc potentiellement la machine, elle peut être attaquée, à cause de ces vulnérabilités, et en plus l'attaquant qui prendrait la main sur cette machine pourrait trouver une clé qui a détecté sur ma machine, une clé cloud, donc une clé user key et secret key, donc avec la partie, secret si vous voulez, ou mot de passe, et cette clé, on a détecté qu'elle appartient à un utilisateur et qu'en plus cet utilisateur a accès à de la donnée sensible. Donc ici, en l'occurrence, on voit que l'utilisateur Okta SSO User a accès à des buckets qui contiennent des données sensibles. Ça peut être des numéros de carte de crédit, des emails, etc. Voilà. Et donc ça représente un vrai risque sur votre environnement. C'est quelque chose où un attaquant peut entrer d'une manière facile et derrière, il peut faire des dégâts conséquents sur votre environnement. Et donc, on va dire plutôt aux équipes de sécurité et aux équipes techniques en général, concentrez-vous sur ces vrais risques sur le cloud, ces combinaisons toxiques, plutôt que d'essayer de tout corriger là-dessus. Et évidemment, pour avoir ça, il faut les outils qui soient adaptés pour pouvoir comprendre non seulement l'ensemble des différents risques
de sécurité, mais en plus de manière intelligente et automatique, construire ces combinaisons ensemble. Donc Wiz, la société pour laquelle je travaille, en fait partie. Donc notre philosophie repose sur cela, sur de remonter ces problématiques de manière contextuelle. Alors je regarde s'il y a des questions supplémentaires là-dessus. Il n'y a pas de questions a priori. Donc je continue. Ah, pardon, excuse-moi. Alors je reviens sur cela. Donc voilà, je voulais décrire un peu cette combinaison de facteurs. Et puis, donc voilà, c'est la fin de ma présentation. Et puis finalement, je vais vous décrire un peu très rapidement qui est Wiz. Wiz est une société qui est jeune, qui a un peu plus de 4 ans d'âge, mais c'est la société avec la plus forte croissance jamais enregistrée dans le monde IT. Et on est une société qui a récolté 1,9, donc quasiment 2 milliards d'investissements, où on a plus de 40% des Fortune 100 qui ont choisi la société pour sécuriser leurs environnements cloud. On n'a pas encore de Magic Quadrant de chez Gartner pour cette typologie d'outillage, donc qu'on appelle CNAPP, donc Cloud Native Application Protection Platform. C'est un acronyme, il n'y a pas besoin de le connaître, mais si ça vous intéresse. Mais on a quand même un quadrant G2 qui est plutôt le retour des clients de toutes ces applications, de tous ces outils, et le retour des clients finaux nous place Wiz en tant que leader sur ce marché qui est naissant, qui non seulement essaie de détecter plusieurs failles de sécurité sur le cloud, mais essaie de les montrer surtout en contexte. C'est un peu notre point fort à Wiz. On va se connecter sur différents environnements cloud en mode agentless, donc sans agent, à travers des API. Donc on n'a pas besoin de déployer des agents sur toutes les ressources. On réussit à scanner l'ensemble en mode agentless. Donc c'est très facile. Qui dit agentless dit que c'est très facile à déployer. On peut se déployer de manière très rapide. Et puis, on va construire toutes les chaînes d'interconnexion réseau et on va détecter des mauvaises configurations, des vulnérabilités, des malwares, des données sensibles, l'exposition à réseau, que ce soit à Internet ou en interne, les permissions excessives, les secrets exposés, les mouvements latéraux, les risques d'intelligence artificielle liés à l'intelligence artificielle et potentiellement l'impact business. Et puis finalement, on va décrire les chemins d'attaque en se basant sur un contexte. Voilà, quelque chose, un problème de sécurité, s'il est isolé, n'est pas important à corriger. Par contre, ce même problème de sécurité, s'il est sur quelque chose qui est important pour le business ou quelque chose qui est exposé sur Internet, bah là, il devient plus important. Si en plus, on voit un chemin vers de la donnée ou vers d'autres pans de notre environnement cloud, c'est quelque chose qui devient de plus en plus critique, une bombe à retardement sur notre environnement. Et c'est comme ça que les entreprises, nos clients, priorisent ce qu'ils doivent corriger en se concentrant sur l'essentiel, plutôt que d'essayer de tout corriger, ce qui est humainement impossible, désormais surtout. Et puis, finalement, un point qui est important pour nous aussi, c'est le fait de tout pouvoir compartimentaliser en projets, de sorte que on va donner aussi la main sur cet outil de sécurité aux différentes équipes techniques et les gens vont pouvoir accéder à leur propre projet, donc leurs propres ressources, voir toutes les problématiques techniques, voir l'inventaire de tout ce qu'ils ont. Et donc, ils vont avoir des droits limités sur leurs ressources, mais aussi des capacités d'interagir avec l'outil pour corriger, pour avoir des interactions, etc. Et donc, c'est un outil une solution qui n'a pas vocation à uniquement être entre les mains de l'équipe sécurité, mais comme je vous ai dit, et ce qui est désormais le cas de plus en plus, c'est que avec le mode de travail DevSecOps, on veut mettre la sécurité dans les mains des équipes projet pour qu'elles adressent les problématiques de sécurité qui sont liées à leur projet. Voilà, je vois que j'ai peut-être 2 autres questions. Alors, quelles sont les aptitudes de sécurité à prendre en compte lorsqu'on décide de migrer son data center local vers le cloud? Beaucoup. Beaucoup. Alors, les aptitudes de sécurité, il faut comprendre le cloud. Moi, je dirais surtout, il faut se former
c'est peut-être le point le plus important, il faut se former parce que le cloud est très différent de ce qui se fait, sur le data center local. On est obligé de passer par la case formation et aussi par la case, si possible, prise en main pour qu'on comprenne, à fond comment se font les choses sur le cloud. Je dirais que c'est les 2 points les plus importants et puis par la suite, on va construire les choses de manière différente, mais l'important c'est qu'on on se forme, qu'on construise pas un peu n'importe comment, sans comprendre un peu les points importants du cloud et notamment l'identité, sur le cloud. Conseillez-vous à vos clients AWS d'utiliser le produit AWS Trusted Advisor qui permet de détecter ces bugs? Alors attention, ad alors je conseille certainement aux clients AWS d'utiliser AWS Trusted Advisor qui a la majeure partie et qui est gratuit. Donc c'est un outil dans AWS qui va leur permettre aux clients un peu de scanner un peu tout ce qu'il y a et de remonter certaines problématiques de sécurité. AWS Trusted Advisor seul ne remonte pas les CVE, ne remonte pas les vulnérabilités, c'est Inspector chez AWS, l'outil Inspector qui remonte les vulnérabilités. Donc il faut déployer Inspector si on veut utiliser un outil AWS pour remonter cette vulnérabilité. Je dirais oui, il faut choisir des solutions de sécurité, soit les solutions natives du cloud provider, soit les solutions comme Wiz. La différence de Wiz, c'est vraiment le fait que l'importance qu'on donne sur le contexte. Par exemple, si je prends le cas d'Inspector sur AWS, Inspector va voir ce qui se passe sur le serveur, va remonter les vulnérabilités. Par contre, il n'a pas la vue de ce qui se passe tout autour du serveur. Il a cette vue concentrée sur son serveur. Il ne voit pas tout ce qui se passe autour. Et donc, il n'y a pas cette chaîne de contexte qui est donnée pour remonter le fait que, voilà, non seulement on a une vulnérabilité, mais en plus on a plusieurs problèmes à droite et à gauche, ce qui fait que l'ensemble est très critique. L'autre point, c'est que les services natifs des cloud providers, en général, ils se concentrent surtout sur leur propre cloud. C'est le cas pour AWS, c'est un peu moins le cas pour les services natifs d'Azure et de GCP qui essaient d'aller vers les autres clouds, mais quand même, voilà, ne le feront jamais à égalité. Et c'est un point fort de Wiz, ou peut-être de concurrents de Wiz aussi, où on va se connecter de manière facile à tous les clouds que peuvent posséder une entreprise et on va adresser les problématiques de sécurité de la même manière pour tous les clouds. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation. J'espère que ça a été intéressant pour vous. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez, je vais laisser mon email dans le chat. Si jamais ça intéresse d'en savoir plus, vous pouvez me contacter. Si jamais vous souhaitez pour votre entreprise ou pour votre client avoir une démo de notre solution Wiz aussi, on pourra le faire. Voilà. Alors, comment cloud facilite la collaboration et le travail à distance? Bon, là, je vais pas y répondre peut-être parce que c'est une question qui n'est pas liée à la sécurité. Et puis surtout, comme on arrive à la fin de la session, je vous laisserai, si possible, poser la question dans des sessions plus adaptées à peut-être la collaboration et le travail à distance, plutôt que le thème d'aujourd'hui pour moi qui est la sécurité. Merci à Super, tous. super, super. Merci beaucoup, Antoine. Merci pour ta session, brillante session. Il y a beaucoup, beaucoup de learnings. Juste une remarque, donc j'ai droppé dans le chat le lien du serveur. S'il vous plaît, prenez un peu de temps pour donner votre feedback, ça nous permet de nous améliorer pour les prochaines sessions. Et j'avais vu une question également sur le manque d'infrastructures informatiques comme la fibre et l'électricité en Afrique. Effectivement, si je voudrais juste compléter là-dessus, puisque euh, j'ai j'ai- j'ai eu en fait affaire à pas mal de problématiques dans ce sens. Oui, ça peut être considéré comme un problème, mais ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup d'évolutions. Donc, il y a beaucoup de terminaisons de fibres sur toute la côte ouest de l'Afrique, hein, du nord jusqu'au sud, hein, et il y a aussi d'autres terminaisons de la fibre qui sont en train de mettre en place sur la partie de l'Afrique de l'Est. Donc, ça se développe de plus en plus. L'électricité, ça reste un challenge. J'aimerais juste faire un lien par rapport à la keynote d'ouverture où on parlait beaucoup de la volonté politique de nos gouvernements pour mettre en place non pas uniquement la partie sécurité et conformité de la donnée,
mais également mettre en place toute l'infrastructure nécessaire pour que les entreprises, les PME, les grandes entreprises ou les startups puissent aisément et de façon sûre aller vers le cloud. Donc, voilà ce que je voulais rajouter là-dessus. En tout cas, Antoine, merci encore beaucoup pour ta session et merci pour vos questions. Merci à tous. Donc merci de m'avoir donné l'opportunité de présenter. J'espère que ça a été intéressant pour vous et que vous avez appris des choses intéressantes concernant la sécurité du cloud qui vous seront utiles. Et voilà, je vous souhaite bonne chance pour la suite et pour la suite des sessions également. Merci, bonne continuation. Bonne continuation à tous.